Alors, notre prochain invité et dernier pour la journée est ingénieur. Il se passionne pour le patrimoine bâti de l'Outaouais et a contribué à la création du site du patrimoine du quartier du musée à Gatineau avec la Société d'histoire de l'Outaouais. Il nous propose aujourd'hui une réflexion sur la conservation du pont Alexandra afin de permettre de relier passé et futur dans un projet de développement durable. Il s'agit de sa seconde participation aux rencontres, sa première à titre de conférencier. Merci d'accueillir Claude Royer. Oui, merci. Bonne fin d'après-midi. Je vais essayer de ne pas être trop long. Je sais que vous êtes anxieux de participer au cocktail. Ici, dans ma présentation, je vais tenter d'écourter un peu pour votre plaisir. Je vais d'abord parler un peu de l'histoire du pont Alexandra, des plans que le gouvernement fédéral a pour le démolir et vous faire voir peut-être un avenir plus radieux pour le pont, la possibilité de cet avenir, comment ça peut se réaliser. Alors, avec ma prochaine diapositive, je plonge là-dedans et... alors, c'est une histoire de génie, en quelque sorte. Vous avez un ingénieur devant vous, alors il va vous parler beaucoup du génie du pont Alexandra. C'est une histoire qui débute à la fin du 19e siècle avec une initiative qui vient du côté de l'Outaouais. En fait, il y a une compagnie de chemin de fer, la Pontiac Pacific Junction Railway, qui aimerait voir un lien multimodal entre les rives. Donc, on avait déjà des liens ferroviaires exclusifs. Il y avait le pont William Commanda déjà, oui, qui était prévu. Mais là, on voulait quelque chose directement avec les centres-villes qui lierait les centres-villes de Hull et Ottawa, avec un transport ferroviaire, un transport de tramway et également avec des voies piétonnières et des passages pour les calèches. Alors, tout ça amène à un montage financier qui est un peu boiteux. Au début, en 1892, on essaie de démarrer. Malheureusement, il y a un arrêt des travaux commencés parce qu'on n'a pas assez d'argent, mais finalement, il y a un gros montage avec de l'argent public, avec de l'argent privé qui amène à la réalisation du pont au début de 1898. Donc, ça se montait, la facture allait se monter à 750 millions de dollars en dollars d'aujourd'hui. Alors, c'était pas rien comme effort financier. Alors, c'est la Interprovincial Bridge Company, qui était menée à l'époque par Horace Beamer, un homme d'affaires de Montréal, qui a fait ce montage financier-là, qui allait ensuite réaliser, qui était l'entrepreneur aussi, qui allait réaliser le pont avec ses ouvriers, mais les concepteurs du pont, c'était exceptionnellement pour l'époque des ingénieurs canadiens. À l'époque, on allait plutôt voir des Britanniques ou des Américains pour des ouvrages d'une telle ampleur. Mais là, on va faire confiance à la Dominion Bridge Company, qui est à la Chine, qui est basée à la Chine. Et cette compagnie-là, l'ingénieur en chef à l'époque, c'est George Dugan, qui était un homme d'affaires aussi, qui est déjà prospère, mais qui est pas mal distrait aussi par... il est un peu un dandy, il se lance dans des régates, il construit des yachts. Alors, c'est peut-être vraiment le crédit de la conception du pont revient peut-être plus à M. Fred Sherwood, qui a fait les dessins et les calculs essentiels à ce pont-là. Alors, c'est un pont qui va être un grand succès, puis pour la Dominion Bridge Company, c'est un départ parce qu'à par la suite, ils vont pouvoir construire, on va leur confier la construction du pont de Québec. Maintenant, quel choix qu'ont fait les ingénieurs à l'époque? C'est une nouvelle technique un peu pour les ingénieurs à l'époque, c'est l'utilisation du cantilever. Qu'est-ce que c'est le cantilever? C'est une technique où on a des porte-à-faux placés sur des piliers qui permettent d'avoir de très grandes portées au-dessus de l'eau. Alors, vous avez ici illustré là, la portée du pont Alexandra
sur les dessins de M. Sherwood. Donc 169 mètres de portée. Ça en fait le pont le plus grand du Canada, la plus grande portée, et le 4e au monde à l'époque. Alors, comment ça fonctionne un cantilever? Là, je m'excuse, je vais vous exposer un petit peu à de la physique. J'espère que vous allez être capable de prendre ça. Alors, c'est simplement un effet de levier. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quand on voit la section à gauche, on a un levier qui se fait par la travée d'ancrage qui tire vers le bas à gauche, qui s'appuie sur un point d'appui comme tout bon levier. Ici, un pilier qui est illustré avec un triangle rouge. Et puis là, ça soulève la travée suspendue au-dessus de l'eau. Alors, ça se passe de la même façon de l'autre côté, avec l'autre section. C'était peut-être déjà un petit peu trop abstrait pour vous. Alors, je vais aller avec quelque chose d'un petit peu plus humain, à l'échelle humaine, si on veut. Alors, c'était en effet un concept même obscur pour les contemporains. Alors, Benjamin Baker, qui est un concepteur de pont lui-même, c'est lui qui a fait le pont Fort en Écosse, le plus grand pont cantilever du monde, qui est toujours en service. Alors, lui, il s'est employé à démontrer les principes en assoyant un ingénieur japonais, je vais revenir pourquoi, au centre, soulevé à bout de bras par ses collègues britanniques. Alors, pourquoi un japonais? C'est parce que, alors que c'est relativement nouveau en Occident, le cantilever était déjà utilisé en Asie. Donc, on essayait d'honorer l'héritage oriental, si vous voulez. Alors, la même chose que dans l'autre illustration, on a des forces ici qui agissent avec le gaillard de la droite qui tire sur les briques et ce qui permet de soulever à bout de bras notre ami du Japon. Alors, la même chose se passe de l'autre côté. Vous voyez, c'est une démonstration assez simple. Je vous invite à la répéter à la maison si vous manquez de chaises autour de la table durant vos repas des fêtes. Toujours est-il que les travaux vont commencer, comme je le disais tout à l'heure, en 1898. Malheureusement, ça arrête net, peut-être quelques mois après le départ de la construction des piliers, parce que là, il y a un moratoire sur la construction des ponts au Canada, parce que le pont de Cornwall s'est écroulé. OK? Alors, là, on se demande, est-ce que les ponts en acier peuvent vraiment marcher? C'est peut-être un problème. Mais on règle ça très vite, ça redémarre. Et là, la construction des piliers se poursuit, donc avec une technique qui est novatrice. Elle utilise du béton dans la base et aussi de la maçonnerie sur le dessus. C'est la maçonnerie que vous voyez au-dessus de l'eau et le béton est sous l'eau. Ici, la maçonnerie est faite de pierres locales. Vous voyez peut-être, il y a des pierres de Terrebonne sur cette illustration de M. Sherwood, toujours, et des pierres de Eganville. Il y a des pierres également de Rockland. Et chaque pilier est fait avec de pierres de provenance différente. C'est un peu intéressant. Donc, après cet arrêt, il y a aussi des choses, des embûches pour la construction de la structure métallique. Entre autres, il y a une pénurie d'acier sur le marché mondial de l'acier, littéralement. Il y a une famine. Ça ralentit le débarrage de la structure, mais on arrive à tenir de l'acier de la Pennsylvanie et de la Grande-Bretagne pour amorcer le montage des travées qui se complète en janvier 1900 là, du côté de Hull. Donc, on commence du côté de Hull avec ces deux premières travées. Ceux qui sont familiers avec le pont les connaissent. C'est les premières travées qu'on traverse quand on se dirige vers Ottawa. Et malheureusement, il n'y a pas d'espace du côté d'Ottawa pour assembler de telles structures. Alors, on va amener morceau par barge, les choses vers Ottawa. Donc, on construit du côté, disons, de ce qui est la marina de Hull aujourd'hui, la marina de Gatineau, et on amène ça par bateau-vapeur de l'autre côté pour monter sur ce qui était à l'époque la pointe Nepean. Alors, donc, le manque d'acier n'est plus. Alors, on procède assez rapidement maintenant avec l'exécution. Dès juin, on a le porte-à-faux à Ottawa. On a la même chose à Hull en septembre 1900. Et là, c'est le coup final. Finalement, on amène la travée suspendue sur cette barge. Elle a été assemblée à Hull. On l'amène au centre de la rivière, puis on monte ça et on fixe ça au porte-à-faux.
Alors, les travaux sont complétés en novembre 1900 et bientôt, ça nous amène à des tests de la solidité du pont. On devrait faire ça aujourd'hui encore. Je suis sûr que le pont pourrait encore supporter ce poids-là. Alors, on amène 4 locomotives, un train de 4 locomotives en décembre pour bien prouver que le pont est solide. Vous voyez qu'il y a aussi à gauche, dans l'image de gauche, on voit les travées de chaque côté qui étaient destinés aux tramways et aux passages piétonnés et des calèches. Donc, ça nous amène en avril 1901. Il y a un train qui part de Gracefield. Il fait une inauguration d'ouverture de pont à Hull. Le Hullois Jean Lauzon est le premier passager payant. Et là, on se rend à la gare d'Ottawa pour la première fois. C'est le premier voyage commercial du pont. Maintenant, l'interprovincial, le pont interprovincial, il ne dure pas interprovincial bien longtemps parce que déjà à la mi-année de la même année d'ouverture, on propose de changer le nom pour Alexandra. Pourquoi? C'est parce qu'il y a la visite du prince de Galles et le maire Morris d'Ottawa, qui est peut-être inspiré par la bouteille, on disait qu'il l'aimait beaucoup, dans un rêve éthylique, a imaginé qu'on l'appellerait le pont d'après le nom de la mère du prince de Galles. Ça s'est fait sans accord de Buckingham. Alors, il y avait un petit peu un accroc diplomatique ou dans le protocole. Alors, on se retrouve avec la visite, puis là, le pont s'appelle Alexandra, puis on n'arrive pas à organiser une inauguration en bonne et due forme avec le couple royal, parce que ce n'était pas prévu, encore une fois. Mais quand même, il y a un enthousiasme pour la chose. Monsieur Beamer, Horace, dont on a fait mention plus tôt, lui, il s'arrange pour qu'il y ait un affichage en grandes lettres durant la visite qui marque Alexandra sur le pont. Donc, ça, c'était des lettres illuminées la nuit. On les voit dans le détail au coin ici de l'image. Maintenant, le pont, c'est un pont multimodal, comme je vous le disais, mais on va perdre l'usage du tramway après un grand incendie en 1946. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un tramway qui, semble-t-il, a mis le feu peut-être au tablier du pont. Il y a des matériaux combustibles en quantité à la proximité des usines de Hull. Alors, du côté de Hull, il y a ce grand feu spectaculaire durant la nuit qui, par la suite, amène l'abandon complet du trafic de tramway. Et c'est donc durant les années 50 qui suivent qu'on convertit au trafic automobile. Et par la suite, il y a un trafic ferroviaire qui est abandonné complètement en 66 quand le pont est vendu. La CCN réaménage les tabliers de la façon dont on les connaît à peu près maintenant en 75. Maintenant, après 120 ans, ou plus de 120 ans, c'est certain que le pont fait partie de notre identité. C'est même le monument le plus représenté dans toute la documentation de la CCN, plus que la Tour de la Paix ou autres édifices fédéraux ou locaux. Plus tard, on reconnaît l'ingéniosité des ingénieurs. La Société canadienne de génie civil, d'ailleurs, a mis des plaques sur le pont où on mentionne que c'est un site historique national de génie civil parce que non seulement ils étaient inventifs, les ingénieurs, ils étaient aussi prévoyants, c'est-à-dire qu'ils ont fait un pont qui pouvait durer des années et des années et des années et des années encore. Donc, un pont qui pouvait aussi accommoder des usages de diverses natures. Alors, c'est un peu en contraste à ce qu'on entend de l'histoire de travaux publics qui nous dit que le pont a une fin de vie programmée. Et c'est autant plus étonnant que Travaux publics, en 2011, nous parlait d'un pont qui était d'importance historique nationale. Alors, qu'est-ce qui amène une telle mort programmée? C'est que plus tard, quelques années plus tard, après 2011, là, on commence à constater que l'effet d'une maintenance inégale. Cet effet
ça se concrétise beaucoup par la corrosion. On a repeint le pont une fois en 1995, mais pas depuis. On a fait un nouveau tablier pour l'automobile en 2009, mais sans trop penser à comment les eaux qui contiennent les sels de dessalage allaient se répandre sur la structure. Donc, on décide dès 2017 de faire des travaux importants de réflexion sur certaines parties du pont. Alors, c'est effectivement les travaux qui sont en cours aujourd'hui. Si le pont est fermé aujourd'hui, c'est parce que ces travaux-là qui avaient été identifiés en 2017 sont en exécution. Ce n'est pas à cause d'une entreprise de démolition encore engagée. Parce que c'est seulement plus tard que peut-être la haute direction de travaux publics se lance un peu dans une étude, elle commence à spéculer, ben là, est-ce que ça ne coûterait pas moins cher de prendre une hypothèque pour s'acheter un nouveau pont plutôt que de payer les frais d'entretien du pont actuel? Qu'est-ce qu'on entend par les ponts qu'ils considéraient? Il y avait le pont utilitaire dans cette étude-là, un pont qui ne coûterait pas cher, 400 millions de dollars selon les dollars de 2018, une réplique qui représenterait un peu l'image du pont ancien et une signature où là, ce serait vraiment un pont emblématique là, avec peut-être une reconnaissance mondiale. Alors, cet exercice-là est un petit peu artificiel et la réponse n'est pas très claire, mais SPAC l'a interprété comme étant un faire-valoir pour des plans de remplacement, c'est-à-dire que peut-être que le pont utilitaire aurait été moins cher, effectivement, que de maintenir le pont, mais c'est avec toutes sortes d'hypothèses de taux d'intérêt, etc., qui ne tiennent peut-être toujours pas. Alors, n'empêche, on se précipite, on escamote la possibilité de faire des études patrimoniales. En fait, Travaux publics fait à la fois il vante les mérites de son économie budgétaire là, en choisissant un pont utilitaire de 400 millions de dollars, mais en même temps, on dit aux élus, au public, qu'on va construire un pont signature. Alors, on vend un peu, on promet un peu le beurre et l'argent du beurre dans nos communications ici. Alors, malheureusement, les élus deviennent convaincus. On a une seule ligne dans le budget de mars 2019, la ligne, une seule phrase, une seule ligne qui tue. On dit remplacer le pont Alexandra car celui-ci a maintenant plus de 100 ans et doit être remplacé. Alors, avec un argument de même, on pourrait se débarrasser de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Alors, c'est peut-être ce que nos entrepreneurs aimeraient entendre. Alors, pourquoi on en est arrivé là? Encore une fois, SPAC a sauté des étapes dans les études. Pourquoi on est arrivé si rapidement sans ces études? C'est aussi parce que l'argument économique est un peu basé sur le fait qu'on va se sauver au plus vite de tout frais de maintenance, puis comme ça va nous coûter moins cher avec un pont neuf. Il y a aussi le fait que curieusement, alors qu'il y a des protections pour les immeubles patrimoniaux, un système réglementaire qui pourrait empêcher la démolition des immeubles, ça n'existe pas pour les infrastructures. Alors, Travaux publics a le libre champ d'imaginer des plans de démolition comme ils le font. Et enfin, finalement, la députation, elle se laisse convaincre, peut-être parce qu'elle est mal informée par Travaux publics, et aussi parce que il y a certains des députés qui certainement priorisent un transport, une circulation automobile là, avec des liens améliorés. Alors, pourtant, on croit peut-être qu'il va y avoir des circonstances et des objectifs qui pourraient assurer un meilleur avenir pour le pont que sa démolition. Vous connaissez peut-être la coalition qui s'est formée d'organisations locales, provinciales et nationales qui inclut des intervenants du patrimoine en transport durable et en environnement pour défendre la réhabilitation du pont pour un lien de transport collectif, parce que non seulement ce transport collectif, c'est bon pour l'environnement, mais aussi ça assurait une vie prolongée pour le pont et un entretien moins coûteux, parce qu'il y aurait moins de corrosion avec, par exemple, un tramway qu'avec une circulation automobile continue.
Et là, il y a aussi le fait que, à l'interne, à Travaux publics, c'est pas nécessairement unanime. Le choix de démolir, il y a effectivement une certaine opposition au principe là, de démolir le pont et le remplacer par un pont autoroutier comme on planifie de faire maintenant. Il y a aussi le fait que il y a des investissements importants qui sont déjà faits dans les travaux qui ont été planifiés en 2017. Alors, vous voyez, ça, c'est une photo récente du pont avec, on voit, je ne sais pas si vous distinguez, sur toute la longueur, il y a cet échafaudage qui est utilisé pour remplacer complètement la traverse piétonnière. Ça, c'est un investissement majeur. Lorsqu'on fait aussi des travaux sur la structure, on voit encore une fois les échafaudages qui pour le remplacement des appareils d'appui là, qui font le levier dont on voyait l'exercice tout à l'heure. Dans ces détails-là, on montre encore des renforcements structuraux. Vous voyez le treillis à droite qui a été posé récemment. La photo plutôt à droite vous donne une allure de ce que ça consiste, là, le remplacement du tablier. C'est pas mal intense. Il y a beaucoup de remplacement de matériaux qui va se faire là. Et ça devient peut-être plus difficile maintenant de justifier un remplacement alors que dans un plan tel qu'il est planifié, on doit démolir bientôt. Il y a aussi le fait que le pont Alexandra, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, se marie bien avec certaines tendances là, qui se produisent au centre-ville d'Ottawa et de Gatineau. Il y a d'une part le tramway qui va venir de l'ouest, probablement dans le secteur de la rue Wellington rachetée par le fédéral. Il y a la ville d'Ottawa qui veut diminuer le trafic automobile en provenance d'Alexandra dans la basse ville et sur les rues Murray, par exemple. Et encore une fois, le projet ultime là, d'une boucle de tramway qui pourrait se faire autour de la colline et de la rue Laurier à Gatineau. Alors tout ça, ça nous amène donc à un projet d'avenir pour le pont Alexandra. On est donc loin des plans actuels du ministère où on veut avoir en 2032 un pont autoroutier. Comme je vous dis, pour l'instant, on fait des gros investissements de réparation, puis peut-être que ça ne va pas finir en 2024, ça va peut-être aller jusqu'en 2025, puis en 2028, on se lancerait pour démolir tout ce qu'on vient de restaurer. Ça ne tient peut-être pas autant la route que ça pouvait à l'époque, d'autant plus que les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés qu'à l'époque de l'étude. Il y a peut-être une situation politique qui peut changer au niveau fédéral. Donc, on peut peut-être prendre un virage plus vert, s'attendre qu'on va pouvoir réaliser un virage plus vert qui va simplement requérir, à partir du moment qu'on a fait ces travaux-là déjà, une maintenance régulière, puis une mise à jour plus tard à moyen terme pour le transport collectif. Alors, à la fin, au bout du compte, on aurait un pont historique, un pont le plus vert et moins cher que les autres options qui sont considérées présentement. Alors, au bout du compte, ce n'est pas la fin pour le pont Alexandra. La coalition continue de se battre pour sa réhabilitation. Mais par contre, c'est la fin de ma présentation. Et je remercie David Jeans, Michael Bartlett et Raymond Ouimet pour l'information qu'ils ont partagée avec moi pour la réalisation de cette présentation. Je vous remercie.